En 2026, la gestion des arrêts maladie en France va connaître une transformation majeure. C'est une réforme qui aura un impact direct sur les entreprises et les salariés. On va donc décortiquer ensemble ces nouvelles règles et leurs conséquences pratiques pour que tout le monde puisse s'y préparer. Pour bien comprendre l'origine de cette réforme, un seul chiffre suffit. 20,3 milliards d'euros. C'est la somme colossale qu'ont représenté les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale juste pour l'année 2023. C'est ce chiffre, en constante augmentation, qui est au cœur du sujet. Face à cette envolée des coûts, le gouvernement a donc décidé de réagir. L'objectif affiché est clair. Il s'agit de mieux encadrer la prescription des arrêts de travail pour maîtriser les dépenses de l'assurance maladie. Voici le programme. On va d'abord poser le contexte pour comprendre pourquoi cette réforme arrive maintenant, puis on entrera dans le détail de ce qui change en 2026 avec un gros plan sur le nouveau rôle de la téléconsultation. Ensuite, on verra les conséquences pour les salariés et enfin, ce qu'il faut savoir pour préparer l'avenir. Alors, commençons par le contexte. Pourquoi maintenant ? Tout simplement parce que le système actuel est financièrement sous pression. La réforme est donc une réponse directe à cette augmentation continue des dépenses liées aux arrêts maladie. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Concrètement, qu'est-ce qui va changer à partir de 2026 ? Pour bien visualiser les choses, rien de tel qu'un comparatif des règles avant et après la réforme. Ce tableau résume bien les changements principaux. Le premier, c'est l'instauration de durée maximale pour les premiers arrêts. On parle de 15 jours s'il est prescrit en ville et 30 jours à l'hôpital. Ensuite, les prolongations, elles aussi, sont maintenant plafonnées à 2 mois par renouvellement. Et puis, un point absolument crucial, le renouvellement par téléconsultation, c'est terminé. La consultation en présentiel devient la seule option. Il faut donc bien retenir ces 3 nouvelles limites, 15 jours, 30 jours et 2 mois. Les médecins devront désormais travailler à l'intérieur de ce cadre, ce qui représente un vrai changement dans leur pratique quotidienne. Mais attention, il y a une nuance importante, ces durées ne sont pas un mur infranchissable. Un médecin pourra toujours prescrire un arrêt plus long si l'état de santé de la personne l'exige. La grande différence, c'est qu'il devra le motiver très clairement, par écrit, sur l'ordonnance. Cela renforce sa responsabilité. Abordons maintenant un des points les plus paradoxaux de cette réforme, la place de la téléconsultation. Son rôle est complètement redessiné, avec d'un côté une interdiction claire et de l'autre une nouvelle utilisation assez inattendue. Alors, est-ce que ça signe la fin de la téléconsultation pour les arrêts maladie ? Eh bien, la réponse n'est pas un simple oui ou non, c'est un peu plus subtil. En fait, la téléconsultation va avoir une double vie. D'une part, elle est désormais interdite pour prolonger un arrêt de travail, l'objectif étant de limiter les abus. Mais d'autre part, et c'est là toute la nouveauté, elle va devenir un outil pour l'assurance maladie elle-même qui va l'utiliser pour effectuer ses contrôles via le télécontrôle. C'est donc un virage assez spectaculaire. Maintenant qu'on a vu les règles, passons aux conséquences pratiques. Quel sera l'impact de ces changements pour les salariés au jour le jour ? C'est une question évidemment centrale pour les professionnels des ressources humaines. Concrètement, il faut s'attendre à plusieurs défis. Des arrêts plus courts, ça veut dire potentiellement plus de rendez-vous médicaux, surtout en cas de maladie longue. Il y a aussi un risque de se sentir poussé à reprendre le travail plus tôt. Et bien sûr, il faudra s'habituer à des contrôles de l'assurance maladie beaucoup plus fréquents et à d'éventuelles convocations. On le voit, le processus pour faire prolonger un arrêt maladie devient beaucoup plus strict. On passe d'une certaine souplesse à une procédure bien plus formelle et balisée. Voici donc les 5 étapes clés à retenir. D'abord, anticiper en prenant son rendez-vous à l'avance. Ensuite, consulter en personne, c'est obligatoire. Troisième point, s'assurer d'avoir une justification médicale écrite. Quatrièmement, transmettre les documents dans le délai de 48 heures. Et enfin, se tenir prêt à un éventuel contrôle. On approche de la fin de notre tour d'horizon. Il nous reste un dernier point essentiel à aborder concernant l'entrée en vigueur de toutes ces nouvelles mesures. Et ce point est crucial. Même si la loi a été votée, les détails de sa mise en œuvre ne sont pas encore fixés. Tout dépend d'un décret d'application qui doit encore être publié. Tant que ce décret n'est pas paru, la réforme n'est pas encore pleinement opérationnelle. C'est une information capitale à avoir en tête. Pour conclure, cette réforme soulève une question fondamentale. Est-ce qu'elle va permettre un meilleur encadrement pour maîtriser les dépenses ou risque-t-elle d'entraîner une pression supplémentaire sur les salariés et les médecins ? C'est sans doute l'avenir et le contenu de ce fameux décret qui nous apporteront la réponse.